Bienvenue au bord du terrain, le podcast destiné à améliorer les connaissances des professionnels du sport et de la santé. Je suis Laurent. Et moi Mathieu. Ensemble, nous nous entretiendrons avec des entraîneurs, des thérapeutes, des athlètes, bref, les acteurs d'un monde qu'on apprécie tant. Ce voyage entre parcours individuels et thématiques particulières vous permettra d'approfondir vos connaissances dans le domaine du sport. Au bord du terrain donne le micro à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui aiment partager leur parcours, leur expérience, leur domaine d'expertise, leur vision des choses. Au bord du terrain, c'est la voix de deux ostéos impliqués dans le domaine du sport qui ont à cœur de partager un moment de passion et d'apprentissage. Nous vous souhaitons une belle écoute. Salut Marlène, salut Laurent. Bonjour. Donc deuxième épisode du podcast Au bord du terrain, du moins pour la version longue. Aujourd'hui on accueille Marlène Giandolini et je suis en compagnie de Laurent Marc pour ce deuxième épisode. Peut-être que Marlène, on va tout d'abord te laisser te présenter, t'introduire aux personnes qui te connaissent plus ou moins. Très bien. Donc je m'appelle Marlène Giandolini, je travaille chez Salomon depuis 2012. J'ai intégré l'équipe Salomon Footwear, donc je travaille uniquement sur la chaussure de course à pied et de randonnée dans le cadre de ma thèse que j'ai effectuée avec l'université de Saint-Étienne et de Savoie-Mont-Blanc. Et la thématique, très simplement, la thématique de ma thèse, c'était sur l'effet de la biomécanique de course à pied, et notamment la technique de pose de pied, sur la fatigue neuromusculaire en trail running et sur les contraintes mécaniques. Donc j'ai intégré dans ce cadre-là l'équipe de R&D, de recherche et développement de Salomon, du département chaussures. Et depuis, je travaille toujours pour Salomon, pour les trois catégories, c'est-à-dire nos produits de randonnée, nos produits de trail running et de course à pied sur route. Et mon rôle aujourd'hui, il est vraiment d'essayer de comprendre l'interaction entre le pratiquant et le produit et de comprendre également comment, via la chaussure, on peut lui permettre soit d'améliorer sa performance, soit de réduire un risque de blessure, soit tout simplement d'améliorer le confort et son expérience avec le produit. Donc on est vraiment, pour ma part, je suis vraiment en amont de la date de sortie du produit. Actuellement, pour donner un ordre d'idée, j'ai travaillé sur des projets à horizon 2025 et plus. D'accord. Tu avais des questions pour démarrer ? Ouais, justement, on se demandait ce que c'était. Tu as en partie répondu, mais c'est quoi la recherche et développement et du moins d'où ça part alors vers où ça va jusqu'à un produit, on imagine, mais ça part d'où, quel constat voilà. Alors ça peut partir de plusieurs choses. Alors pour ce qui me concerne un petit peu moins, ça peut partir d'une nouvelle pratique que peut identifier les équipes marketing. Ça peut partir également d'une envie d'apporter quelque chose de nouveau d'un point de vue technique au produit. Par exemple, aujourd'hui, nous on parle énormément de recyclabilité, d'éco-responsabilité. Donc c'est quelque chose qui va pas forcément améliorer la fonction, mais par contre qui va être quelque chose de très intéressant d'un point de vue éco-responsabilité pour la société. Et puis, ça peut partir d'études que l'on va mener, nous, au département des sciences du sport et du consommateur, comme on appelle un petit peu notre labo, où on va faire des études, on va essayer de comprendre, par exemple, d'un point de vue biomécanique, quel est le paramètre qui est associé, par exemple, aux blessures au niveau du genou. Ça, c'est un projet sur lequel on a eu travaillé il y a quelques années en arrière. Ça peut être essayer d'améliorer, d'essayer de mieux comprendre comment améliorer une économie de course. Sujet qui est très d'actualité aujourd'hui. Et tout ça, c'est des études qui vont être vraiment fondamentales, où dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un coureur va être performant, qu'est-ce qui fait qu'il va moins se blesser, qu'est-ce qui fait qu'il va être plus à l'aise dans sa chaussure et du coup dans sa pratique. Et à ce stade-là, on parle très rarement au final du produit. Quand on fait nos études, c'est vraiment de la recherche qui est proche de la recherche fondamentale, où on essaie juste de comprendre tous les critères, tous les facteurs qui vont amener à une bonne performance et à une bonne expérience d'un point de vue très global. Ok. Et je voyais dans les publications qui sont sorties ces dernières années, de ton labo ou tes premiers auteurs, qu'il y avait des études par rapport à la composition corporelle en termes de pourcentage de masse
comment musculaire, osseuse, etc. Il y a une idée de derrière faire un profilage pour proposer peut-être un certain type de chaussures, vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique encore que ce qui se fait parfois encore en course à pied. Ouais, complètement. Je pense que, alors de mon point de vue, c'est vraiment une des grosses évolutions dans le monde de la recherche liée à la course à pied, et notamment à la chaussure, et puis aussi dans la façon de penser des industriels. Et je parle pas forcément que de Salomon, il y a d'autres marques aussi qui travaillent vraiment dans ce sens-là. C'est qu'il y a une prise de conscience depuis on va dire, post-vague minimaliste, donc depuis 2015, ces années-là, où en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Hein. J'ai l'impression de faire Edouard Baird quand je dis ça dans Mission Cléopâtre. Mais oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chaussure. En fait, c'est vraiment chaque chaussure va avoir ses spécificités et va avoir un impact différent sur la personne, d'un point de vue des contraintes qu'elle va générer. Et pour revenir à ce que tu disais, Laurent, par conséquence, les coureurs étant tous différents, ils vont répondre différemment au type de chaussures en fait. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à plusieurs niveaux, c'est de comprendre d'un point de vue très simple qui répond à quoi, pour qui et pour quelle chaussure en fait, c'est d'essayer de cette association-là de mieux la gérer et de ne plus être dans ce paradigme qui est cette chaussure-là, que ce soit du minimaliste, du maximaliste, une chaussure un peu plus supportive. Arrêtez de dire cette chaussure-là, elle sera bonne pour 100% des coureurs parce que là, dans la réalité des faits, dans la réalité des chiffres et des études, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on va faire un test sur une étude, sur un produit, sur 100 personnes, il y aura peut-être 60% des personnes qui vont réduire, par exemple, une contrainte au niveau du genou et 40 personnes qui vont l'augmenter. Et tout ce qu'on essaye de faire en recherche chez Salomon, c'est de comprendre quelles sont les caractéristiques de chacun de ces groupes-là. Donc ça peut inclure des paramètres très morphologiques, comme de la composition corporelle ou ce genre de choses, mais ça peut aussi inclure des paramètres qui sont un peu plus liés à la pratique, les motivations de la pratique, le niveau d'expérience ou des choses un peu plus vraiment liées à la pratique en elle-même. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment un gros axe de recherche pour nous. En ce sens, on a un programme un petit peu de chez nous qui s'appelle We Fit You Right, où en fait on essaie vraiment d'adresser la bonne chaussure à la bonne personne, sans tomber dans la customisation à l'individu même, sans faire une chaussure pour un individu, parce que ça, on a déjà essayé, on avait un programme qui s'appelait Mesh, et à travers lequel on a appris énormément de choses, et notamment que, en fait, cette personnalisation à un individu, elle n'est peut-être pas pertinente. Par contre, ce qui est pertinent, c'est l'individualisation à un groupe de personnes, à un cluster, comme on parle de clustering. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire, ouais, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis, d'autant plus qu'il y a peut-être un an ou deux, justement avec Laurent, on avait sorti une petite infographie et avec un podologue aussi qui s'appelle Clément Potier, que tu connais peut-être. Ça me dit quelque chose, ouais. Et en fait, on discutait de l'index minimaliste et maximaliste qui était un peu tendance. Je dis qu'était parce que ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, il y avait peut-être des critères qui étaient présents à gauche et à droite de l'index. Finalement, des chaussures qui ont l'air très maximalistes et finalement qui sont aussi très légères, et des chaussures qui sont très minimalistes et qui sont aussi très légères. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois, de ces critères qui peuvent être présents à droite et à gauche dans l'index? Et est-ce que tu as déjà des idées de critères qui collent, qui fit à certains sous-groupes de personnes ou tu vois, à un certain profil de coureur? Oui, donc pour la deuxième partie de la question, effectivement, il y a des critères qui, et c'est connu depuis déjà assez longtemps, typiquement le drop de la chaussure, donc la différence de hauteur de la semelle entre l'arrière et l'avant. Ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important dans le sens où il va vraiment changer de façon significative la foulée de la personne. Et on sait déjà depuis quelques années que les personnes qui ont tendance à avoir une attaque plutôt talon, il faudrait mieux qu'elles s'approchent d'un drop relativement élevé, entre guillemets, hein, quand on parle d'élevé ou de plus ou moins, on pourrait dire standard, c'est aux alentours de 8 mm. À l'inverse, les personnes qui attaquent sur l'avant du pied, elles peuvent tout à fait avoir un drop de 4, 6 mm, voire moins même. Donc ça, c'est vraiment un des critères qui est assez important à prendre en compte. Il y a d'autres critères également qui sont intéressants à considérer. C'est la raideur de la mousse utilisée pour la semelle, la dureté de la mousse, ou de ce qu'on a pu observer sur une étude qu'on a fait avec l'Université de Calgary sur à peu près une centaine de personnes. On a vu que les personnes qui avaient un meilleur amortissement des vibrations musculaires avec les mousses molles, avec des mousses molles,
c'était plutôt les personnes qui étaient légères et qui étaient un peu plus, on va dire, un peu plus fit. À l'inverse, les personnes qui avaient moins de vibrations musculaires avec les mousses dures, c'était plutôt des personnes un peu plus, on va dire, un peu plus massives, un peu plus lourdes. Donc voilà, donc il y a déjà des critères un petit peu liés à la chaussure, notamment la dureté de la semelle et puis le drop, qui peuvent permettre justement de construire des produits qui sont un peu plus spécifiques à chaque type de coureur. Et puis plus récemment, on a une étude on est en train de rédiger un papier. C'est un stagiaire, Michael Cholet, qui l'a réalisé en début 2021 justement sur les raideurs de plaques. Aujourd'hui, on met de la plaque carbone partout et pour tout le monde. Et de ce qu'on a vu, c'est que, encore une fois, tout le monde ne répond pas positivement à une plaque carbone dans une chaussure. Et de ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui bénéficient d'une plaque carbone, c'est des personnes qui ont tendance à avoir des VMA plus élevés. À l'inverse, les personnes qui ont une VMA plus basse, elles ont une meilleure économie de course avec des raideurs de chaussures un peu plus faibles. Donc voilà, donc ces 3 paramètres, et c'est une liste qui est non exhaustive, c'est des exemples qui me viennent spontanément comme ça là. Mais drop, dureté de semelle et puis raideur longitudinale, hein. Donc c'est tout ce qui va être ajout de plaques. C'est des paramètres qui vont vraiment induire des réponses différentes selon le profil de coureur. Top. Ce qui veut dire que finalement le choix, comme tu disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chaussure, mais il y a peut-être des caractéristiques ou une caractéristique à privilégier pour un type de coureur, que ce soit très récréatif ou plutôt de bon niveau, ou selon certaines masses corporelles ou certaines pratiques, c'est ça ? Exactement, ouais. Et les ajouter que toutes les caractéristiques de la chaussure ne vont pas forcément avoir le même impact sur la biomécanique de course, sur la performance ou sur les contraintes articulaires. C'est-à-dire que voilà, une géométrie de semelle va avoir un impact vraiment significatif sur ces paramètres-là. À l'inverse, une matière de tige, par exemple, le mesh qu'on va utiliser, ça va avoir un impact, mais beaucoup plus sur du confort, sur des choses qui sont un peu plus subjectives et qui sont un peu plus liées à de la préférence, mais un peu moins sur la biomécanique. En tout cas, des essais qu'on a pu faire interne. Est-ce que les essais, vous les faites Est-ce que vous avez un labo interne à l'entreprise, ou est-ce que vous extériorisez ça en faculté ou... Donc on a un labo dans l'entreprise qui est assez bien, même plutôt très bien équipé. On a vraiment tout à disposition. Quand on va externaliser, en général, c'est surtout pour un problème de charge. Et c'est surtout pour des projets qui vont être assez long terme, assez considérables. Typiquement, on va lancer des tests sur 3 ans, où c'est des projets où on sait que on sera beaucoup plus efficace si on a une personne qui va passer 100% de son temps pendant 3 ans sur ce projet-là, plutôt que nous, où on est obligé de jongler des fois entre vraiment plusieurs projets à la fois, et ça peut être un peu plus compliqué. Donc on a les deux, et c'est même une volonté de s'externaliser souvent parce que on est toujours plus intelligent à plusieurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec plaisir et puis qui nous apporte énormément de partager nos sujets avec les universitaires, donc on le fait volontiers. Du coup, il y a quoi comme matériel ? C'est plutôt ce qu'on va retrouver dans les labos de biomécanique en général, motion capture, accéléromètre, EMG, etc. C'est un peu tout ça. Ça va aller des accéléromètres pour mesurer des vibrations musculaires, des vibrations osseuses, des outils pour mesurer l'activité musculaire, donc de l'EMG. On a des plateformes de force, on a un système de motion capture 3D, on a un système d'analyse des échanges gazeux, un Metamax, pour mesurer justement l'économie de course, la VO2, la consommation d'oxygène. Forcément, les fameuses pressions plantaires comme tout bon fabricant de chaussures. Et puis on a des outils qui sont un peu différents et qui sont un peu plus, qui vont nous aider un peu plus à quantifier la préférence de la personne. C'est-à-dire qu'on va faire aussi beaucoup d'analyses sensorielles pour comprendre tous ces paramètres-là qui sont pas mesurables et qui sont très importants pour le coureur. Comment on va essayer de les quantifier. Donc pour ça, on fait beaucoup d'analyses sensorielles avec des panélistes qu'on entraîne chez nous, un peu comme ce qui se fait dans l'œnologie ou dans l'agroalimentaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous et c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de mieux comprendre l'appréciation des coureurs. Et
Et pour ce qui est de l'étude des matériaux, est-ce que vous avez des outils supplémentaires ou pas? Oui, alors on a une équipe spécifique. Donc comment on est structuré? On est trois doctorants, trois anciens doctorants en biomécanique et physiologie de l'exercice. On a un ingénieur en justement tout ce qui va être analyse sensorielle, et puis on a un ingénieur simulation numérique. Donc ça, c'est vraiment l'équipe, ce qu'on appelle Sport Science. Et puis à côté, on a aussi un labo étude des matériaux, où ils ont à leur disposition tout un tas de machines pour caractériser que ce soit les mèches, les textiles, les mousses, voilà. Donc il y a des outils qui sont relativement traditionnels pour un industriel, hein. Ça va être des tours de choc, des machines qui vont permettre d'évaluer la fatigue du matériau, de caractériser aussi la matière d'un point de vue un peu plus chimique, voilà. Et puis des machines aussi pour tout ce qui va être plutôt caoutchouc, plutôt rubber, des machines qui vont permettre aussi d'évaluer l'adhérence des chaussures. Donc, Ok. Et il y a un pont qui se fait entre les deux équipes, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous échangez? Enfin, est-ce qu'il y a des... Tu vois, comment est-ce que la balle se renvoie entre les deux équipes? Alors ça se fait assez facilement, parce que même si on est une grosse entreprise, on a la chance d'avoir un plateau footwear où on a toutes ces expertises-là à disposition. Et quand je parle à disposition, c'est vraiment, on est à une vingtaine de mètres les uns des autres. Donc le lien est relativement facile. Et ce qu'on s'efforce de faire, en tout cas depuis déjà quelques années, c'est de lier tout ce qu'on mesure en biomécanique, tout ce qu'on mesure en simulation, tout ce qu'on mesure au niveau des matériaux, c'est de lier tout ça pour avoir derrière des caractérisations de produits qui soient le plus proche de ce que la personne va ressentir en fait, ou ce qu'elle va expérimenter en fait. Donc on essaie vraiment de tout lier ensemble. Ok. Pour revenir à la pratique des coureurs, est-ce qu'il y a des problématiques bien identifiées et on va dire assez contemporaines auxquelles vous essayez de répondre en ce moment? Et si oui, quelles sont-elles, que ce soit route ou trail d'ailleurs, dans les deux univers? Ouais. Alors il y en a deux qui me viennent en tête. La première, c'est tout ce qui est gestion des contraintes articulaires. Et notamment au niveau du genou, parce que il y a à peu près 40% des blessures, c'est une étude qui avait été faite, elle date un petit peu, hein, c'est une étude qui a été faite sur plus de 2000 personnes en 2002, qui a montré en fait que 40% des blessures en course à pied impliquaient l'articulation du genou. Et en creusant un petit peu dans la littérature scientifique, on s'est rendu compte que le risque d'apparition de syndrome fémoro-patellaire, hein, donc de douleur au niveau du genou, était fortement lié au moment de force en abduction au genou. Donc vraiment, ce qu'on s'efforce de faire depuis quelques années sur une certaine gamme de chaussures, c'est d'essayer de réduire ces contraintes au niveau du genou, ce moment de force en abduction au niveau du genou lié à la chaussure. Donc cette histoire-là, ce travail-là a commencé avec une chaussure qui s'est appelée Predict, qui existe toujours aujourd'hui, qui est une chaussure qui est très articulée et qui a pour vocation justement de réduire ces contraintes-là. Donc ça, c'était un des axes de travail qu'on avait eu et qu'on a toujours. Donc c'est un peu plus, on va dire, orienté autour, alors pas de la santé, ce sera un gros mot et puis on va pas s'y risquer, mais en tout cas des contraintes articulaires, Et puis un deuxième plan d'exploration que l'on a, c'est tout ce qui va être amélioration de l'économie de course de la VO2, ce qui est extrêmement travaillé depuis la sortie de la Nike Vaporfly en 2017 avec les plaques carbone. Ou encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on essaie de comprendre les plaques effectivement, hein, et puis nous on a des tests en interne qui démontrent qu'effectivement ajouter des plaques carbone pour une certaine typologie de coureur, ça améliore jusqu'à 4% l'économie de course. Ça c'est un fait, ça a été confirmé et reconfirmé par plusieurs laboratoires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder qu'en est-il pour les autres coureurs, quelles sont les solutions qui leur permettraient d'être plus performants, plus économiques. Okay. Donc voilà, donc c'est un peu deux thématiques qui sont assez différentes et qui ont une finalité qui sont très différentes. D'un côté, on va être beaucoup plus sur du coureur récréatif qui veut juste avoir un risque de blessure qui soit le plus faible possible, notamment au niveau du genou. Et puis d'un autre côté, on va avoir une thématique très axée autour de la performance. Et quand on parle performance, chez Salomon, en tout cas en road, on parle pas forcément que d'athlètes, parce que même la personne qui a envie de faire moins d'une heure aux 10 km, elle fait de la performance. La personne qui veut juste finir un marathon, c'est aussi de la performance. Donc voilà, c'est essayer d'adresser, de trouver des solutions pour ces personnes-là.
Ok. Juste petite précision pour les gens qui ne seront pas forcément sensibilisés à ça. Moment de force en abduction, c'est les forces exercées au genou qui le font rentrer vers l'intérieur de l'axe corporel, on va dire. Laurent, tu avais une question, je crois. Je te voyais très sauté. Non. Non, je me mets autrement sur le siège. Non, mais j'ai écouté. Donc, ça veut dire que, en gros, si je comprends bien, on va dire la mode des chaussures avec la lame de carbone comme on a là, c'est quelque chose qui s'essoufflera au fur et à mesure que ça va cibler vraiment spécifiquement des sportifs qui vont être bien avec, pendant que ceux qui auront une mauvaise réaction, qui vont voir que ça va leur poser plus de contraintes que d'amélioration dans leur performance, vont petit à petit s'en éloigner pour peut-être se rapprocher d'autres chaussures qui maîtrisent mieux, ou d'autres nouvelles qui sortiront, qui seront peut-être plus adaptées à leur profil. Comme on a eu avec la mode des minimalistes à un moment donné, où tout le monde voulait faire ça, et puis finalement, il y en a qui se sont rendus compte que c'était pas forcément adapté à eux, ils se sont repassés sur des chaussures un peu plus avec un meilleur amorti, etc. Ah oui, exactement. Et je pense que pour le coup, le gros challenge, il est vraiment chez tous les... chez nous, fabricants de chaussures, où il faut arriver à trouver la bonne solution. Donc on a déjà une gamme qui va sortir cette année, où on fait justement par rapport à l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait justement varier cette raideur de plaque pour avoir, pour les personnes un peu moins rapides, mais qui sont quand même motivées par de la performance, pour avoir quelque chose d'un peu plus adapté. On a une raideur de plaque moins importante dans la chaussure. On a une chaussure qui est un peu moins raide, ce qui est un peu plus bénéfique sur ce type de coureur. À l'inverse, pour des coureurs plutôt élites, on aura cette chaussure avec plaque carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir dans les mois à venir. Est-ce que tu as une idée au-delà de la réflexion qu'on peut avoir sur les contraintes exercées sur le pied, etc. Mais si on parle performance et efficacité, en tout cas économie de course, est-ce que tu as une idée d'une fourchette, un peu seuil de voilà, ça va être pertinent sur la performance à partir de telle vitesse, ou ça va peut-être pas forcément être intéressant à partir sous telle vitesse? Est-ce que tu as une idée de ça? Alors, faudrait que je me replonge en détail dans les résultats de l'étude qu'avait mené Michael. Mais de mémoire, donc on a fait une analyse, ce qu'on appelle une analyse par clustering, c'est pour vraiment différencier deux groupes. Et de ce qu'on a vu, le seuil, il était aux alentours de peut-être 14 km/h. Donc ça, il faudrait que je regarde. C'était quelque chose comme ça. Sur quelle distance ou quelle durée de course, tu vois, c'était? Alors là, oui, c'était à 14 km/h. C'était en fait sur cette étude-là, les coureurs couraient à une allure relative pendant 3 minutes qui était 75% de VO2 max. Et les coureurs qui étaient dans le groupe des personnes ne bénéficiant pas de plaque carbone étaient celles dont la VMA était inférieure à 14 km/h. Ok. Voilà, je sais pas si j'étais un peu plus clair comme ça. Si, très bien, parfait. Et du coup, en labo, il y a vraiment des tests incontournables que vous refaites à chaque fois, qui sont des tests qu'on peut retrouver après d'un point de vue plutôt clinique, ou on pourrait utiliser nous en cabinet, ostéo, ou même chez les kinés ou d'autres professionnels qui suivent les sportifs, pour tester un peu ces profils de... Pour tester, alors c'est vraiment une volonté de notre part, c'est à la fin, c'est de réussir à construire des profils qui soient facilement évaluable par un clinicien. C'était pas la motivation première, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, par la personne chez elle, quand elle doit choisir une chaussure et qu'on lui demande de se faire son profil, il faut qu'elle puisse faire des petits tests qui soient relativement simples pour se dire du coup c'est ce type de produit qu'il me faut. Et d'ailleurs une marque qui le fait, je trouve qui a fait un travail vraiment impressionnant sur ce sujet-là, c'est Brooks, où eux ils ont carrément créé ce qu'ils ont appelé la Stride Signature, où sur leur site internet ils font plein de petits tests pour évaluer un petit peu la laxité, la souplesse, ce genre de choses, les éventuels déséquilibres musculaires, des petits tests très simples que la personne peut faire derrière son ordi chez elle quand elle doit commander un produit. Donc c'est un petit peu cette volonté-là, nous aussi qu'on a, c'est d'essayer de pas seulement faire des produits qui soient ciblés pour un certain groupe de personnes, mais derrière aussi avoir tout un accompagnement pour accompagner la personne jusqu'au bout, en fait. Donc ça veut dire qu'à terme, vous voulez comparer en fait aux mesures de labo que vous avez, ces petits tests simples, et vous regardez en quoi ça match, c'est corrélé. Exactement. Par exemple, voilà, sur ce que
Quand Laurent faisait référence tout à l'heure à l'étude qu'on a faite sur la composition corporelle, où on a vu qu'effectivement, quand on mesure par bioimpédance-métrie avec un outil relativement complexe que les gens n'ont pas chez eux, qu'un facteur discriminant, c'est le contenu minéral osseux, la personne chez elle, elle peut pas l'évaluer comme ça. Donc l'idée, c'est de trouver comment le faire simplement à la maison. Ouais, comment elle l'évalue elle-même, quoi. C'est ça. Ok. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent à être... après, les balances qui mesurent les pourcentages de masse graisseuse, ça dépend du type. Celle qui passe uniquement par les jambes, je sais pas si c'est forcément le plus pertinent, mais sachant que c'est surtout cette partie-là, je crois, qui a été étudiée dans l'étude. C'était pour rapport au tibia, etc., si je me souviens bien. Du coup, peut-être qu'avec toutes ces balances-là, petit à petit, il y a peut-être des choses qui seront peut-être rapidement, mais un peu plus accessibles en termes de pourcentage de masse graisseuse, osseuse, etc. Et peut-être du coup pouvoir aussi aiguiller pour ceux qui ont ces données-là, du coup de pouvoir un peu plus facilement choisir aussi par rapport à ces données-là de composition corporelle. Exactement, ouais. C'est cet objectif-là. C'est hyper intéressant. Ce qui est chouette, c'est qu'on voit toute la cascade il y a le constat, ensuite ça déclenche de la recherche, ensuite comment on passe de la recherche au produit, puis ensuite comment la personne peut choisir le produit. Et finalement, t'es dans du custom, comme tu disais, c'est des grands groupes de personnes. Mais... C'est un peu toute la continuité de ce programme MESH qu'on a lancé il y a quelques années, où c'était un petit peu un nouveau paradigme qu'on a essayé. Et on a appris énormément, et depuis, on essaie d'améliorer les choses, et tout en restant dans cette philosophie qu'on est tous différents et qu'on a besoin de produits différents, et que ça, c'est déjà très bien d'en avoir conscience. Après, toute la difficulté, c'est de trouver le bon produit qui va en face. Et la troisième étape, qui est encore complexe, c'est de guider les gens dans leur choix. Est-ce que tu penses que les gens ils sont informés pour choisir leur matériel pour les bonnes raisons, entre guillemets, que ce soit en trail ou en route, que tu crois que les informations sont dispo et assez disséminées? Alors à mon sens, je dirais que quand je vois tout ce qui peut être fait dans les entreprises en recherche, et certainement pas que chez nous, pas que chez Salomon, je trouve qu'il y a un filtre qui est énorme entre ce stade-là et puis derrière l'utilisateur qui est forcément inhérent au fait qu'il faut aussi apporter de la clarté. Mais je trouve qu'il y a un gros effort à faire en général, d'un point de vue très très global. J'étends ça au-delà de la chaussure, mais sur comment mieux guider le consommateur, comment mieux guider l'utilisateur par rapport à ses besoins, à ses envies, et à là où il met la priorité selon différents critères qui peuvent être très très fonctionnels, comme un peu plus extrinsèques à la pratique, comme de l'éco-responsabilité ou ce genre de choses. Donc je trouve on a du mal et encore une fois, je parle pas que nous Salomon, mais on a du mal à rendre digeste toutes ces données-là. Et je pense qu'il y a un réel effort à faire, parce que je pense que certains utilisateurs seraient intéressés pour avoir un peu plus de détails sur ces choses-là. Toi, Laurent, par exemple, est-ce que qui est peut-être un peu moins familier avec la course à pied, on va dire, très connaisseur, mais peut-être un peu moins familiarisé, qu'est-ce que tu en penses de ça, du choix des consommateurs, des pratiquants Moi, quand je vois par rapport au cabinet, par rapport aux patients que je vois passer, parce que j'ai un club pas très loin où il y a beaucoup de courses à pied, de trail, de marathon, donc j'en vois quand même assez fréquemment. Il y a l'effet de mode, il y a souvent aussi des marques un peu repères où telle marque a à un moment donné, on va dire, le vent en poupe, donc du coup, quand je vois passer les gens, ils ont quasiment tous ce genre de modèle-là. Puis après, c'en a une autre, etc. Je sais que finalement, ceux qui commencent à avoir de l'expérience, en général, commencent à se fixer sur un ou deux modèles vraiment de certaines marques. Mais ceux qui sont dans les démarrages, en général, on voit qu'il y a vraiment un côté, il y a le côté marketing, effet de bouche à oreille, tout ce qui a bonne presse aussi, qu'on va retrouver dans les magazines actuels. De course à pied, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a ce côté-là très marketing avec des couleurs très criardes, des choses comme ça, donc on voit qu'il y a vraiment il y a aussi d'autres critères, pas que le côté performance, il y a aussi des critères un peu de look, visuel, etc. Et puis après, effectivement, on voit que plus ça avance en expérience, plus les gens pratiquent, plus ça il y a d'autres critères qui rentrent en jeu par rapport au tout début où vraiment on voit que c'est le côté plus, comme il choisir une ou n'importe quelle autre paire de chaussures finalement en magasin, où il y a le côté marque, modèle, avec le côté juste visuel.
Et puis petit à petit, ils essayent de cibler par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à la performance s'ils ont testé telle ou telle paire, ils se sont dit, ah, tiens, celle-là, je suis mieux dedans, donc du coup, comme c'est la marque où ils se sentent bien, ils restent dedans. Et des fois, ils changent un peu pour une nouvelle, un nouveau modèle qui sort, même si je vois qu'il y en a certains qui tentent, et puis finalement, ils reviennent au modèle de départ parce qu'ils sont plus rassurés avec ce qu'ils ont comme modèle. Donc, on voit qu'il y a le côté dont tu parlais tout à l'heure, avec le côté sensoriel, etc., où il y a des repères en termes de sensations qui font que quand ils changent, des fois, ça a du mal à passer parce que c'est pas leur sensation habituelle, quoi. Exactement, oui. C'est vrai que je pense que c'est pas l'objet de ces discussions, mais c'est vrai que le côté esthétique et visuel, au final, c'est celui qui est le premier, c'est la première chose auquel les gens font attention. Donc, Ah, c'est normal, après c'est comme toute pratique, la course à pied est quand même assez sensible à ça, hein. Quand on voit les vêtements avec les manches en compressif à un moment donné, ou il y en a qui... Parce que c'était les trucs qu'ils voyaient sur les circuits, ils commençaient à le mettre, sauf que des fois chez certains ça réagissait pas très bien quand ils les mettaient en compète. Moi j'ai eu 1 ou 2 patients qui se retrouvaient avec pas de l'ischémie, mais vraiment le côté où en fait ils sentaient que musculairement c'est comme si le muscle était épuisé au bout d'un certain temps avec les manchons, alors qu'ils avaient jamais ressenti ça quand ils les avaient pas. Donc c'est vraiment pareil, je pense, c'est comme pour les chaussures. Il y a des patients chez qui ça va être utile parce que ça va leur apporter quelque chose, et puis il y en a d'autres où c'est vraiment pas du tout indiqué, il vaut mieux éviter à ce niveau-là. Ouais, complètement. Et est-ce que tu pratiques toi-même, Marlène? On avait posé la question à Olivier. Enfin, tu vois, c'est une question bête, mais est-ce que non, tu cours? je pense pas que ce soit une question. Oui, je cours, alors à mon humble niveau. À la base, moi, je suis plutôt basket. Mais forcément, au moment d'attaquer ma thèse sur le sujet du trail running, comme tout bon doctorant, je me suis dit, tiens, j'ai quand même essayé. Et oui, donc puis, on va dire depuis l'université, oui, je cours, mais vraiment à mon humble niveau. Hein, donc, je vais être sur des courses, les distances que j'aime bien, c'est 30-40 km, quoi. Au-delà, c'est pas pour moi. En trail, je parle. Course sur route, non, très peu de course sur route, voire quasiment jamais. Donc oui, je cours un petit peu. Ok, chouette. Et est-ce que tu trouves que ça t'apporte un regard sur les pratiques, tu vois, est-ce que ça te donne un œil interne, quoi, enfin intérieur à l'activité? Ouais, moi ce que je me rends compte que, alors comme beaucoup de gens chez Salomon et plus largement comme beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là, on chope un espèce de toc où on est tout le temps en train de regarder les chaussures des gens. Donc quand je suis sur une course, je suis toujours en train de regarder les chaussures des gens, voilà, et puis comment regarder aussi au ravitaillement, est-ce qu'ils réagissent juste, enfin, voilà, j'essaie d'observer un petit peu leur comportement avec le produit, d'ailleurs pas seulement la chaussure, mais de regarder un petit peu aussi ce qu'ils portent. Voilà, quand on est sur une ligne de départ où voilà, il y a vraiment tous les styles de coureurs différents, c'est assez caricatural, c'est assez drôle. Et donc voilà, d'essayer d'être un peu plus proche de la réalité, parce que quand on travaille dans ce milieu-là, des fois on est un peu satellisé, on est un peu dans notre bulle et on perd parfois la réalité du terrain. Donc c'est des moments où voilà, vraiment on se reconnecte un petit peu à la réalité, comme quand parfois avec les équipes Salomon on se déplace sur des courses. Donc une course qui est très facile pour nous, c'est l'UTMB parce que c'est à côté de la maison. Voilà, donc de juste se reconnecter avec la réalité du terrain, c'est hyper riche, et ça, parfois on prend des claques. On prend souvent des claques même. On se rend compte qu'on complexifie peut-être beaucoup de choses. Donc voilà, c'est des moments qui sont intéressants, et d'être vraiment impliqué dans la pratique en courant ou juste en tant que spectateur d'ailleurs, c'est des moments intéressants. Et on avait préparé une question, pardon, je change de sujet complètement, hein, mais qu'est-ce que tu as découvert à tes yeux de plus passionnant dans ta thèse? Tu en parlais tout à l'heure, voilà, par contre ton parcours universitaire. Qu'est-ce qui t'a surpris, ou qu'est-ce que tu as trouvé hyper utile à ta pratique peut-être personnelle ou à ta pratique professionnelle aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui a un peu révolutionné ta façon de penser peut-être ou... Alors, d'un point de vue très... Donc je reste plus sur la partie, on va dire... plus sur la partie résultat de la thèse, l'importance en fait de la plasticité du coureur. Donc pour m'expliquer, j'ai fait mon stage de Master 1 c'était en collaboration d'ailleurs avec Blaise Dubois, de la clinique du coureur, et c'était vraiment en plein dans les années 2010 là, dans le courant minimaliste où fallait courir pieds nus, fallait enlever les chaussures, c'était génial, enfin voilà, tout le truc, et étant quelqu'un peut-être de facilement influençable, je me suis un peu laissé séduire par ce truc-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et puis petit à petit,
au fur et à mesure tout au long de ma thèse et puis de mon stage de M2 où j'ai travaillé aussi sur le sujet et puis ensuite pendant la thèse, j'ai découvert qu'en fait c'était beaucoup plus complexe que ça et que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas si simple de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, j'ai essayé de casser un peu ce côté un peu manichéen à dire il y a du bien, il y a du pas bien et voilà, j'ai découvert qu'en fait il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse et que ce qui était important c'était de varier, c'était d'avoir de la plasticité dans la façon de courir pour être d'un point de vue très microscopique dans la façon de courir, mais plus globalement aussi dans la façon de pratiquer, dans la façon de s'entraîner, dans la façon aussi au niveau nutrition. J'ai écouté des podcasts d'ailleurs sur le sujet là récemment. Donc voilà, donc en fait c'est tout ce côté un peu plus variabilité, plasticité que j'ai découvert et que j'ai vraiment intégré, on va dire, dans ma philosophie et qui, je pense, aujourd'hui se retrouve complètement dans les recherches que j'essaie de conduire chez Salomon, en tout cas. On voit que c'est quelque chose d'assez complexe d'arriver à jauger entre tous ces facteurs-là, qu'on voit le côté mental avec l'auto-efficacité, ce genre de choses, la chaussure, l'aspect gestion de la course, technique, et puis aussi bien la nutrition. De savoir en fait si c'est toujours le même poids pour tous les coureurs, ou est-ce qu'il y en a, ça va être un facteur qui va être vraiment plus prépondérant par rapport à un autre, et du coup d'arriver, même nous, je vois que ce soit pour ceux qui pratiquent comme pour ceux qui prennent en charge aussi ces patients-là sportifs, d'arriver à se dire qu'est-ce qui est vraiment le plus important, sur quoi il faut que j'insiste ou je sois attentif. Est-ce qu'il faut vraiment se baser que sur la biomécanique ou que sur l'aspect mental ou que sur les sensations, aussi se poser la question comment le patient se sent quand il fait les courses à pied. C'est vrai que c'est toujours difficile de jauger, de savoir quel est le poids de chacun de ces facteurs pour savoir comment le mélange se fait chez ce sportif-là pour que ça produise ce résultat-là. Exactement, parce qu'il y a cette complexité-là qui, effectivement, si on doit modéliser, mettre une équation, qui aurait des facteurs de pondération, on va dire, différents selon les individus, selon le format de course, parce que quand on part pour une course trail de 40 km, c'est pas la même chose que pour un marathon sur route. Donc voilà, il y a toute cette complexité autour de facteurs qui, au final, sont peut-être toujours les mêmes, mais qui ont juste, comme tu me dis, Laurent, des poids différents, en fait. Peut-être même qu'au cours d'une course, ces poids-là, d'ailleurs, certainement qui varient aussi, que c'est quelque chose qui est dynamique et qui est pas statique. Et donc voilà, en fait, pour revenir à la question, c'est toute cette complexité qui m'a sauté aux yeux tout au long de ma thèse, mais qui est hyper intéressante, c'est beaucoup plus excitant que se dire là c'est bien, là c'est pas bien. Non. On le voit, moi il y a quelques années j'avais refait aussi, il y a 2 ans un M2 sur la réathlétisation. Justement on avait eu Mathieu Chirac qui fait beaucoup de réathlétisation, un éducateur sportif qui travaille à l'INSEP. Et c'est ce qu'il disait que du coup, il y a le côté, on fait le calcul du 1RM et ça c'est valide parce que le patient est frais, etc., un peu échauffé, mais qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, ce 1RM il peut diminuer au fur et à mesure de la séance d'entraînement, etc., et que du coup, ça devait pas rester quelque chose de figé en se disant voilà, il fait ça, donc je peux aller sur tout ça. Et des fois, en fait, de réajuster en fonction de l'état de fatigue, où on se rend compte que des fois, une fois l'état de fatigue, il faut réajuster rapidement parce que sinon on va aller au-delà des capacités d'adaptation, etc. Et du coup, il se posait la question aussi sur les tests. Alors, je sais pas si c'est fait aussi dans les études, j'ai pas lu tous les travaux, mais des fois faire les tests pour les chaussures sur des sujets déjà avec un protocole de fatigue pour voir si aussi ces conditions-là vont faire que la chaussure va toujours être adaptée tout le long de la course, ou est-ce qu'elles vont poser un souci au bout d'un certain temps de course d'avoir ce type-là de chaussure qui était bien au début une fois frais, et puis avec la fatigue finalement l'amorti est peut-être plus aussi bon que nécessaire pour le sport. Exactement, ça c'est des choses qu'on a eu étudiées sur différentes variables d'intérêt. Prendre en compte ce facteur-là, ce facteur temps, effectivement, oui, c'est primordial. C'est très complexe à mettre en place, souvent, c'est des études qui sont assez complexes, mais c'est primordial. Parce qu'en plus, alors tu me diras si je me trompe Marlène, mais il y a le côté fatigue, on va dire intrinsèque du sujet. Mais en plus, il y a tous les paramètres, peut-être d'échauffement du pied, peut-être d'humidification de la chaussure, liés au terrain, aux intempéries, aux conditions. Et comme tu disais, les assembler tous et faire quelque chose d'étudiable, pas évident peut-être, non ? Non, complètement. Il y a aussi la fatigue des matériaux, notamment de la mousse, qui peut aussi avoir un impact. Et puis voilà, par rapport aussi à ce que tu disais sur la fatigue du pied, pour faire référence à une étude qui avait conduit donc un de mes collègues, Sébastien Pavaillet, avec Grégoire Millet sur le tort des géants, où ils avaient mesuré, en fait, ils avaient scanné les pieds. Donc le tort des géants, pour ceux qui connaissent pas, c'est une course de 330 km. Il y a des gens qui arrivent à faire ça dans le Val d'Aoste, quoi.
dans le Val d'Aoste en Italie. Donc la barrière horaire est à 5 jours. Et donc voilà, donc il y a des gens qui payent pour faire ça. Et donc Sébastien, avec les personnes avec lesquelles il a contribué sur ce projet-là, ils ont scanné le pied au début de la course, à mi-course. Donc on est en tour 150 km. Et à la fin de la course, ils ont vu qu'effectivement, il y avait des changements aussi de volume du pied qui étaient quand même relativement importants et qui justifiaient aussi le fait qu'encore une fois, une observation très empirique qu'on avait eue, et justement cette étude-là visait à mieux comprendre, c'est que les gens, quand ils partent pour ce genre d'événement, ils prennent parfois la même paire de chaussures, exactement la même, mais dans 3 tailles différentes. Et nous, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pied s'allonge? On sait pas. Donc voilà, le but, c'était vraiment de mieux comprendre quelles sont les zones du pied qui évoluent pour que les gens aient besoin de changer à ce point-là de taille. Et donc voilà, justement, il a conduit cette étude-là et il a vu qu'effectivement, donc de mémoire, il n'y avait pas de changement forcément en longueur. Par contre, il y avait de gros changements au niveau du coup de pied et au niveau aussi de la cheville, au niveau du périmètre de la cheville et du périmètre au niveau du coup de pied de mémoire. Donc voilà, donc tout ça, c'est des facteurs aussi qui vont avoir une influence peut-être sur la façon de courir, aussi sur notre confort, est-ce qu'on va être à l'aise ou pas dans la chaussure. Et voilà, et tout ça aussi allié au fait, c'est une mesure que Sébastien faisait en parallèle. Il mesurait la sensibilité avec des microfilaments sous le pied. Et effectivement, il y a une grosse perte de sensibilité tout au long de l'effort. Quand je dis perte de sensibilité, ça veut dire que les gens ils sont plus sensibles en fait, pression qui est plus légère. Donc en fait, ils ont besoin peut-être de plus de protection sous le pied. Et voilà, donc c'est que des facteurs qui peuvent effectivement modifier le pattern de course et puis du coup le confort et in fine la performance, quoi. Parce que quand on n'est pas bien dans une chaussure, ça peut paraître anodin, mais avoir un caillou ou une course en poule, ça peut être une des premières causes d'abandon sur ce genre de course très longue. Donc c'est pas anodin. Donc critère numéro 1, confort. Ouais, c'est sur les épreuves très longues, je pense que c'est un des critères primordiaux. Alors c'est pas le seul, mais en tout cas il est pas négligeable comme il peut l'être peut-être sur une course de 10 km sur route. Et tu vois, c'est une question qu'on se posait justement avec la même personne dont je parlais tout à l'heure, avec Clément Potier. Parce que confort, ça reste un peu flou. Et est-ce que tu as une idée de paramètres objectivables qui sont associés au terme confort? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que c'est la capacité, du pli à produire de la force dans une chaussure? Est-ce que c'est la raideur du membre? Est-ce que c'est de la place dans le chausson? Est-ce que tu as une idée de ça? Alors malheureusement, non, j'aurais que des hypothèses. Et l'hypothèse, ce sera toujours la même, c'est que je pense que, encore une fois, il peut y avoir peut-être 50 critères qui vont être pondérés différemment selon les personnes, selon le jour peut-être de la semaine. Peut-être que si elles vont courir pour 10 km ou pour 50 km, leur définition du confort, peut-être qu'elle sera différente. Donc je pense que c'est une notion extrêmement complexe et je suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait cassé un petit peu le secret de je suis pas sûre qu'un jour on y arrivera à casser un peu le secret de ce gros mot qui est confort, quoi, et qui englobe, comme tu dis, tellement de choses. C'est parti de la magie de la question. Voilà, c'est ça, exactement. Laurent, est-ce que tu as des petites questions ou des... Non, je réfléchissais, mais non, on a abordé pas mal de choses déjà. Je réfléchissais par rapport aussi à ce qu'on avait discuté avec Olivier la dernière fois, voir s'il y avait des choses. Mais ça se recoupe bien avec ce qui avait été abordé. Ouais, donc il a dû vous parler beaucoup d'ampoules et Ouais. Heureusement, c'est un podcast et il n'a pas eu à montrer de photos. Parce que... C'est son dada, c'est ça? Moi, j'ai déjà assisté à des présentations d'Olivier où justement, il montrait la réalité de ce qu'il peut voir sur des courses très longues. Est-ce que peut-être, Marlène, tu as des lectures, tu vois, à recommander peut-être aux gens qui écoutent, qui soient praticiens, je parle de santé, ou éducateurs, ou entraîneurs, ou même pratiquants de course à pied. Est-ce que tu as des trucs, qui t'inspirent ou que tu trouves vraiment pertinents? Alors, il y a un article déjà que je trouve très pertinent, alors pour les cliniciens, mais peut-être même pour les pratiquants, qui est un article qui avait été rédigé par une équipe luxembourgeoise, par un auteur qui s'appelait Malissou. De mémoire, c'est une étude d'ailleurs qui avait été faite en collaboration avec Decathlon. Et en fait, dans son étude, pour la décrire très rapidement, il avait fait un suivi sur 22 semaines de coureurs, et il avait remarqué qu'au bout de 22 semaines, les personnes qui se blessaient le moins, c'était celles qui soit portaient différents types de chaussures,
des chaussures un peu traditionnelles, du minimalisme, du maximalisme, en tout cas qui variaient, ou les personnes qui pratiquaient différents sports, et pas uniquement de la course à pied. Donc qui allaient pratiquer du vélo, de la natation, des sports co, du trail. Et donc cet article-là, je le trouve extrêmement intéressant parce que ça met en évidence justement tout l'intérêt de développer un petit peu cette plasticité en pratiquant différents sports, en jouant avec différentes chaussures. Tout ça pour stimuler un petit peu, je pense, le corps et le pousser à bouger différemment, à solliciter les articulations, les muscles de différentes façons. Et éviter les contraintes très répétitives parce qu'à la fin, je pense que c'est ça aussi qui va conduire à des blessures, notamment peut-être à des tendinites, à des fractures de fatigue. C'est vraiment ces contraintes répétées. Et donc le fait de varier, que ce soit par un moyen ou un autre, ça permet vraiment a priori en tout cas, de réduire ce risque de blessure. Donc ça, c'est un premier article que je trouve très bien. Et l'autre lecture que je conseillerais, alors c'est beaucoup plus global, mais je le trouve génial son bouquin, c'est un article qui avait été écrit par Hutchinson, et je pourrais vous retrouver le nom, et qui en fait, son but c'était un petit peu de synthétiser toute la littérature qui avait été faite autour de la performance dans les activités sportives, donc d'un point de vue vraiment de la recherche. Et c'est très bien vulgarisé, ça parle de choses très différentes, de course à pied, de vélo, dans des conditions extrêmes, sur des distances extrêmes. C'est un bouquin vraiment que j'avais eu vraiment plaisir à lire. Il y a un gros chapitre aussi sur l'histoire de la vaporfly. Donc voilà, c'est un bouquin très intéressant. On mettra les références dans ce cas-là en description du podcast ou histoire de les retrouver. Et tout à l'heure, tu parlais de Malissou, c'est Laurent Malissou, c'est ça ? De mémoire, il avait aussi fait des recherches sur les variations de drop chez les coureurs élites et plus amateurs. Et pareil, les résultats étaient intéressants, dans le sens où il préconisait peu de variations de drop chez les coureurs élites, du fait de l'habituation aux contraintes, et peut-être une plus grande possibilité de varier le drop chez les amateurs. D'accord. Là, je l'avais pas vu passer. Il est récent cet article ou... Bonne question. Bonne question. Alors le livre, il s'appelle, en français c'est Endurance, en anglais c'est Endure. Ok. Et c'est Alex Hutchinson. C'est un journaliste qui écrit souvent des articles pour Runner's World, il me semble. Mais ouais, vraiment ce bouquin, il est top. Impeccable. Et franchement, il est facile à lire. Et là, il retrace beaucoup de faits sportifs ou pas d'ailleurs, qui mettent en avant les limites de la performance, les limites des capacités de l'être humain. Donc vraiment, il y a des choses top. Il y a des parties aussi sur la nutrition. Donc très très bon livre. Top, merci. Bon, on a fait le tour, je crois. Vous en pensez quoi ? En tout cas, j'ai plus de questions à poser à Marlène. Je ne sais pas si Marlène a un dernier mot, quelque chose qui lui tient à cœur, sur lequel elle aimerait insister pour la fin du podcast, ou sinon, oui, on peut s'arrêter là. Non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Et puis oui, chose à insister, mais que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est il n'y a pas de bonne ou mauvaise chaussure. Par contre, choisir la mauvaise pour nous, ça peut avoir des conséquences assez importantes d'un point de vue de l'apparition des blessures. Donc, faut faire le bon choix. Top, c'est une bonne conclusion. Voilà, je réfléchissais. Merci Marlène en tout cas. Oui, merci beaucoup. Pas de problème.